Eh bien, Michel vient de nous livrer en fait un morceau de sa mémoire. C'est un récit de vie, une mémoire partagée. Et je vais essayer maintenant de vous expliquer, avec quelques souvenirs, pourquoi en fait je suis ici. Ce qui peut me motiver à avoir mené à son terme ce projet avec mes partenaires. Ça demande un petit flashback, même 4, que j'ai essayé de symboliser. Je vais aussi vous livrer des parts de ma mémoire, chaque fois par une image. Premier souvenir. Nous sommes en 1974. Je suis étudiant à l'ULB et je suis dans une salle de dissection, debout, extrêmement stressé, un peu plus qu'aujourd'hui encore, face à un cadavre. Il s'agit d'une femme. Je vais, avec d'autres amis, devoir commencer une dissection et cette personne est couchée sur le ventre, elle a les cheveux gris, le crâne est rasé. Un détail me frappe. Elle a du vernis très rouge posé sur les ongles de ses doigts de pied. Deuxième souvenir, un peu plus tard, début des années 80, je suis à l'époque licencié en kinésithérapie. C'est d'ailleurs dans cet hôpital que j'ai rencontré Michel. Il m'arrive très souvent, prodiguant des soins dans des chambres communes, en gériatrie, de me retrouver assis derrière un paravent. Et derrière ce paravent, une personne âgée est en train de mourir seule. Troisième souvenir, année 90. Cette fois-ci, je vous emmène à Paris. Nous sommes au cimetière du Père-Lachaise. Une cousine, que j'aimais beaucoup d'ailleurs, vient de décéder. J'ai donc décidé de me rendre aux funérailles. Nous sommes très peu nombreux, et pendant la crémation, je retrouve mes cousins. Rien n'a été préparé au niveau rituel, au niveau rite. Nous parlons de banalité. Au moment où l'officiant va disperser les cendres sur la pelouse, un moment extrêmement symbolique, cette cousine qui avait quitté notre région par amour de la ville de Paris, un coup de vent va disperser ces cendres qui vont disparaître au-dessus du mur d'enceinte du cimetière du Père-Lachaise et voiler les immeubles haussmanniens qu'elle a tant aimés dans sa vie. À ce moment-là, j'ai mon cousin, un grand gaillard de 50 ans, qui est à côté de moi et qui me dit « Mais il n'y a plus rien. Où vais-je aller me recueillir ?» Quatrième souvenir. Je suis en route depuis plusieurs jours vers Compostelle. On peut sortir de l'ULB et faire le chemin de Compostelle. Ce jour-là, j'ai décidé de doubler mon étape. Il fait très chaud. Et donc, pour me soutenir, j'ai des petits rituels. Je me fais des concerts de Genesis dans la tête. Je chante. Au bout d'une trentaine de kilomètres, chaleur aidant, fatigue aidant, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de transe, de modification de mon niveau de conscience qui s'installe. Et je me dis, pour me soutenir, que je vais marcher avec les personnes que j'aime. Et donc, dans ce niveau de conscience tout à fait particulier, je vis un moment exceptionnel où je peux très facilement me représenter les gens, les ressentir, les visualiser, entendre leur voix, sans être psychotique, je pense. Et, fait troublant, je peux aussi avoir une perception très très fine de mes grands-parents qui sont décédés. Je vais vivre un moment assez exceptionnel à la fois de lucidité, mais aussi de confiance, en me rendant compte que ces disparus sont à l'intérieur de nous. Vous allez me dire quel peut être le fil rouge entre ces quatre souvenirs. Eh bien, ces 4 souvenirs, en fait, m'ont chaque fois mis devant une question à laquelle je ne pouvais pas répondre sur l'instant. La première question, c'est quel peut bien être le sens d'avoir encore cette ultime coquetterie de mettre du vernis à ongles juste à l'aube, juste au bord de la fin de vie, juste à l'aube de sa mort. Et donc, quel est le sens de l'existence? Je peux remercier cette dame de m'avoir obligé, déjà à l'âge de 20 ans, à me poser ce genre de questions. Je crois que ça a donné une toute autre valeur au sens de ma vie. Le paravent m'a amené évidemment à la question, mais comment? M'a surtout mis face à une impuissance. En l'occurrence, un grand malaise de ne pas savoir que faire pour accompagner cette solitude derrière ce paravent. Tout simplement peut-être parce que, universitaire, formé dans le champ paramédical, je n'avais pas été formé pour cet accompagnement.
La troisième vignette, cette troisième photo, m'a mis face à la question de quel est le sens et surtout quel rite et quel rituel mettre en place pour pouvoir accompagner le deuil et la fin du deuil qui, lorsque la quatrième image l'indique, amène toute la question justement de l'élaboration du deuil, de la capacité que nous avons d'élaborer la perte et de pouvoir en quelque sorte avoir en nous les personnes chères et disparues. Il me faudrait évidemment plusieurs années pour mettre au travail ces questions et tenter d'élaborer des réponses. Je n'ai pas la prétention d'ailleurs qu'elles soient toutes complètement élaborées, c'est d'ailleurs aussi le but de notre projet. C'est dans le champ de la psychanalyse, tout d'abord lacanienne, puis ensuite jungienne et surtout transgénérationnelle, que je vais pouvoir élaborer certaines réponses. La psychanalyse transgénérationnelle nous dit que ce qui n'a pas été clôturé convenablement dans la vie de nos ancêtres, les traumatismes, les secrets, les tâches inachevées, les deuils non faits, vont avoir un impact sur nos existences. Et qu'éventuellement, ces tâches inachevées devront être remises au travail par des descendants. Sur un plan théorique, il faut bien distinguer ce qu'est l'intergénérationnel du transgénérationnel. L'intergénérationnel est une transmission consciente, le transgénérationnel est une transmission inconsciente. Alors, comme vous le savez, le transgénérationnel est très à la mode pour le moment. Il n'y a pas un mois sans qu'un bouquin ne paraisse sur le sujet ou un article. D'ailleurs, il y a un article dans le Vif de cette semaine sur les fantômes familiaux. Et donc, vous avez affaire à des livres qui ont des titres parfois très racoleurs, « Aïe mes aïeux »,« J'ai mal à mes ancêtres »,« Les fantômes familiaux », etc., etc. Et pourtant, vous allez voir, dans un petit exposé théorique très rapide, que le transgénérationnel est une idée qui remonte à l'aube des temps. Et pour preuve, déjà la sagesse chinoise ancienne disait que si tu veux connaître quelqu'un, tu as intérêt à connaître sa famille sur 9 générations. Dans la Bible, on trouve une phrase très très intéressante dans le livre d'Ézéchiel qui dit que les parents ont mangé des raisins trop verts et que les enfants en eurent les dents agacées. Cette phrase explique clairement que le comportement des parents, des aïeux, peut avoir un impact sur notre propre existence. Dans l'Exode, il est dit que la faute des pères se transmettra sur 3 ou 4 générations. Ce qui est tout à fait intéressant, c'est que cette idée de la transmission de la faute des pères sur plusieurs générations, on la retrouve dans une lecture transgénérationnelle du mythe d'Œdipe. L'histoire d'Œdipe est passée dans notre fond collectif commun grâce à Freud, et dans la grille de lecture freudienne, en fait,Œdipe est un coupable. C'est quelqu'un qui est coupable de désirer sa mère et d'avoir tué son père. Alors qu'en fait, la grille de lecture transgénérationnelle est tout autre. Et cette grille de lecture, elle apparaît, je ne pourrais malheureusement pas m'étendre sur le sujet, ça demanderait une conférence à part entière, dans les signifiants que sont les prénoms des protagonistes. En l'occurrence, Édipe signifie pied enflé, son père Laios le gauche et son grand-père l'Abdakos, le boiteux. Nous avons affaire à une lignée d'hommes qui n'arrivent pas à marcher droit. Dans toutes les cultures, vous pourrez remarquer que la notion de fantôme, de hantise psychique existe. Et il y a des dénominateurs qui sont communs à toutes les cultures. Pour qu'il y ait hantise psychique, généralement, on a affaire à un ancêtre qui est mal mort. Alors il est mal mort comment ? Soit que sa vie s'est achevée trop tôt, soit qu'il y a un secret sur cette mort, soit que les conséquences ont été, la mort s'est produite avant terme, et que le mort souffre de ne pas avoir pu accomplir son cycle de vie. Ce qui est essentiel dans cette notion, c'est qu'il y a l'idée d'un inachevé généalogique, et que cet inachevé devra être remis au travail dans les générations qui vont suivre. Le taoïsme, dans cette idée, nous parle d'un mandat transgénérationnel. Le mandat transgénérationnel étant la dynamique de l'arbre familial qui, dans la logique des choses, croît vers un plus de conscience, vers un développement, exactement comme les arbres se développent dans la nature. Et que lorsque une branche a été bloquée
par un événement qui n'a pas été métabolisé, qui n'a pas été symbolisé, eh bien, le mandat transgénérationnel, c'est de créer un nouveau bourgeon. C'est qu'il y a une intelligence généalogique, en quelque sorte, qui va créer un être pour que cet être remette au travail quelque chose dans sa vie. Changeons de continent. Et la sagesse traditionnelle amérindienne nous donne aussi des pistes très intéressantes en nous disant que la maladie psychique, la souffrance psychique est généralement une pathologie du lien. Un lien qui est défectueux aux autres, à la nature, à l'univers, mais aussi aux ancêtres. Et que c'est une pathologie du lien avec le futur et le passé. Plus proche de nous et peut-être plus connu, le psychanalyste Jung ressent aussi intuitivement qu'il a une étrange communauté de destin qu'il rattache à ses ancêtres et qu'il a l'impression d'être sous l'influence de ce qui n'a pas été solutionné dans la vie de ses aïeux. Encore plus surprenant parce que Freud ne s'est pas aventuré sur le terrain du transgénérationnel pour la bonne raison, et là aussi ça demanderait une conférence à part entière, qu'il a protégé ses parents, son père et sa mère, de fantômes familiaux. Et néanmoins, on trouve dans un livre qui s'appelle Totem et Tabou cette phrase tout à fait surprenante dans la bouche de Freud qui dit que nous postulons la possibilité qu'un sentiment se transmettrait de génération en génération, se rattachant à une faute dont les hommes n'ont plus conscience et le moindre souvenir. Deux personnes qui vont faire avancer très très fort cette idée du transgénérationnel dans les années 50-60 sont deux psychanalystes hongrois, Maria Torok et Karl Abraham, qui vont mettre en évidence trois concepts essentiels de la psychanalyse transgénérationnelle. L'effet ventriloque, la crypte et le fantôme. Ils vont constater dans leur clinique, en écoutant leurs patients, on appelle analysant en psychanalyse, qu'à certains moments, ils ont l'impression d'avoir affaire à un contenu qui leur est délivré par leurs patients et que ce contenu ne semble pas appartenir à leur biographie. Ils ont l'impression que c'est un contenu qui serait hérité, qui viendrait d'ailleurs. Ils vont appeler cet effet l'effet ventriloque. Et puis ils vont théoriser et comprendre en fait que leurs patients sont les héritiers d'une part de l'inconscient de leurs amis. Et qu'il y a eu un premier traumatisme ancestral qu'ils vont appeler une crypte, et que cette crypte va circuler inconsciemment de génération en génération sous la forme d'un fantôme. Ces concepts sont encore tout à fait d'actualité et très utiles pour se repérer dans la clinique analytique à l'heure actuelle et surtout dans son évolution. La personne qui a vulgarisé le transgénérationnel sous le vocable de psychogénéalogie, c'est Anne Ancelin Schützenberger, qui dans les années 60 va écrire un best-seller qui s'est vendu à de très très nombreux exemplaires, qui s'appelle Aïe mes aïeux, avec laquelle j'ai eu la chance, moi, de travailler à Paris. C'est une personne très très âgée, très impotente maintenant, de travailler mon premier arbre généalogique, psychogénéalogique, après 2 analyses, comme je vous l'ai dit, lacanienne et jungienne, et de me faire découvrir des choses qui m'ont absolument fait comprendre que parfois une analyse n'est pas clôturable sans cette grille de lecture du transgénérationnel. Et que nous dit Anne Ancelin, eh bien, elle nous dit que nos souffrances psychologiques, nos dysfonctionnements, comme on appelle des symptômes, qui peuvent se manifester tant sur le plan physique que psychique, sont parfois le deuil de traumatisme et surtout de deuil d'enfant, ce qui nous rapproche du sujet de notre colloque. Je n'ai plus que 3 diapositives, rassurez-vous, pour ce survol théorique du transgénérationnel, mais la personne qui va le plus nous rapprocher du thème central de ce colloque, c'est Didier Dumas. Alors Didier Dumas est un psychanalyste au départ lacanien, contemporain et ami de Françoise Dolto, qui a pu s'aventurer sur des dérives un peu dangereuses et qui n'ont pas, je pense, été des dérives, et notamment qui a fait l'articulation entre la psychanalyse transgénérationnelle, c'est lui qui est à l'origine de ce mot, et le chamanisme. Et Didier Dumas fait une avancée théorique extraordinaire, selon moi, et il nous dit que la construction de nos structures mentales n'est pas individuelle, mais qu'elle est transgénérationnelle. C'est-à-dire qu'elle se constitue chez l'enfant avant l'âge de 3 ans, avant que nous n'entrions dans le langage. Pour être très bref, il nous explique que notre premier système de pensée se fait en sensation quand nous sommes dans le ventre de notre mère, qu'ensuite, lorsque nous naissons et que nous ouvrons les yeux, nous avons un système de pensée en images, et puis ensuite seulement à l'âge de 3 ans, au moment du jeu, nous allons commencer à penser avec des mots, avec des symboles.
et que c'est dans cette première phase des structures préverbales de l'esprit que nous allons dupliquer, et c'est là où on explique la transmission des fantômes, les structures mentales de nos parents, un peu comme on peut faire un copier-coller au moment où nous n'aurions pas en quelque sorte tout le matériel suffisant et nécessaire que pour penser par nous-mêmes. Et donc, ça a une portée très importante pour ce colloque, c'est que Didier Dumas nous dit que les deuils familiaux vont avoir une importance très très importante pour la construction psychique des enfants et des adultes qui vont devenir, puisque l'être humain va se constituer des représentations à la fois de sa création, sur la base de la représentation qu'il peut avoir dans l'édicte de la sexualité de ses parents, mais aussi l'autre bord de son existence, c'est la façon dont les familles vont traiter la disparition des aïeux quand il est enfant. Et donc Didier Dumas insiste sur le fait qu'il est important que les vivants puissent dire au revoir à ceux qui partent. Ça va avoir une portée très très importante dans la santé mentale et dans la vitalité, pour la santé mentale et la vitalité des lignes. Après ce survol théorique au grand galop, puisque mon temps est limité, je vais vous parler de quelques constats que nous avons faits, et ça, il s'agit de constats que nous avons faits en collaboration avec Vincent et toute son équipe, tous ses amis. C'est le constat de plusieurs points de souffrance autour de la mort et de la fin de vie. Tout d'abord, l'interdiction de mourir. La médecine évolue. La technicité de la médecine est de plus en plus importante et il faut peut-être faire attention à un fantasme qui pourrait courir comme quoi nous deviendrions immortels grâce à la médecine. Ce fantasme peut, selon moi, conduire à ce qu'on appelle l'acharnement thérapeutique. Et le risque de l'acharnement thérapeutique, justement, c'est de zapper cette phase essentielle qui est celle d'une parole qui permet de se dire adieu, de se dire au revoir et de pouvoir commencer le deuil avant la mort d'une personne et surtout de symboliser la perte. Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il était essentiel pour les enfants et pour leur construction mentale qu'ils puissent avoir accès non seulement à des informations sur la sexualité de leurs parents qui étaient à l'origine de leur création, mais aussi sur la disparition des gens. Donc le déni de la mort représente un enjeu de santé mentale absolument essentiel. Elisabeth Kübler-Ross, qui est une personne, je suis certain que plusieurs personnes d'entre vous connaissent son œuvre, a mis en évidence une double souffrance chez l'agonisant. C'est le fait que la personne qui est en train de partir doit elle-même gérer son angoisse, mais qu'elle doit aussi généralement gérer l'angoisse de ses proches, qui lui refusent une parole sur la mort. Qui n'a pas connu cette anecdote où, rendant visite à un mourant, et tout le monde sachant que cette personne n'en a plus pour très longtemps, quelqu'un finira par lui dire « T'as bonne mine aujourd'hui, hein, ça va aller. » Tu dois connaître ça, Michel. Il y a aussi, ça c'est ce que j'ai évidemment constaté derrière mon paravent, une souffrance des mourants et des familles, souffrance des mourants dans la solitude, dans certaines institutions, mais aussi cette souffrance, elle est doublée de la souffrance des soignants. Ça n'est pas de la mauvaise volonté, je crois que c'est un défaut de formation et que c'est aussi surtout un défaut de parole sur la mort. Parce que le soignant n'a pas d'autre solution que de se retrouver seul, mais aussi derrière ses parents. Le temps des funérailles et du deuil sont des moments de forte fragilisation. Et nous avons affaire à un phénomène que l'on peut appeler maintenant un phénomène d'intolérance sociale qui voudrait que les choses aillent très vite, que la douleur soit très très vite évacuée et que l'on redevienne rapidement opérationnel dans le monde productiviste et capitaliste. Vincent en a parlé tout à l'heure dans son introduction. Dans toutes les civilisations, il y a toujours eu des rites de passage à trépas, des rites funéraires, et nous assistons, je vous en ai parlé au cimetière du Père-Lachaise tout à l'heure, à une déréliction de ces rites funéraires. Pas tout le temps, mais souvent, les funérailles sont bâclées, pour des raisons économiques, des raisons de business. Et pourtant, comme vous l'avez compris, une cérémonie de clôture, cérémonie d'enterrement, de funérailles, va avoir une importance absolument fondamentale, justement,
pour la possibilité que nous allons avoir de symboliser la mort du défunt, pour pouvoir un jour, comme ça m'est arrivé sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, retrouver en moi cette sensation, au bilan très confortable, d'avoir les personnes aimées et perdues en moi. Et donc, suite à cette réflexion, nous avons quelques propositions à faire. Je souhaiterais que nous en débattions cet après-midi, parce que nous ne prétendons pas avoir de détenir toute la lumière sur ces questions. C'est que la première chose à faire dans tous les stades du processus, c'est que la souffrance doit être verbalisée pour être comprise et partagée. Ensuite, il faut contextualiser la vie du défunt. C'est-à-dire qu'il faut remettre la vie du défunt en perspective de sa généalogie, de ceux qui l'ont précédé et de ceux qui vont suivre. Et aussi remettre cette existence en perspective des événements et dans la société dans laquelle cette vie s'est écoulée. Il faut pouvoir pérenniser, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir garder une trace, symboliser, la classer, parce que ça permet aussi aux vivants d'être dans le monde des vivants et aux morts de rester dans le monde des morts. Il faut qu'il y ait une cloison entre ces deux mondes. Sinon, si c'est diffus, il y aura une perte d'énergie et une perte de vitalité pour les lignées. Au moment des funérailles, nous avons généralement dans notre société 3 jours. 3 jours très difficiles pour les familles qui ont besoin de temps pour choisir un protocole qui ait du sens, mettre quelque chose en place, choisir des musiques, choisir des textes, des photos, raconter l'histoire du défunt. C'était là une de nos préoccupations dans la réalisation de l'outil commémorial dont nous allons vous parler cet après-midi. Enfin, il faut que la famille soit l'acteur principal des funérailles, que la famille puisse quitter justement une position passive pour passer à une position active, un rituel a besoin d'être actif. Mais ça, je pense que Robert nous en parlera très bientôt, de façon beaucoup plus compétente que je ne pourrais le faire. Et ensuite, pour terminer, il faut envisager une clôture, une cérémonie de clôture du deuil. Parce que parfois, la personne qui a perdu quelqu'un a besoin d'avoir une autorisation sociale, de pouvoir continuer sa vie, de pouvoir redésirer et de pouvoir construire de nouveaux projets. Ça demande peut-être un regard social et une autorisation. Cela suppose donc un ensemble d'accompagnements, de cérémonies personnalisées qui vont se dérouler dans le continuum des événements. Nous avons estimé que 4 événements devaient être pris en compte: l'accompagnement de la fin de vie, l'organisation de funérailles qui soient porteuses de sens, l'accompagnement du deuil et la clôture du deuil. Notre réponse, elle tient en 4 points. Tout d'abord, répondre de façon extrêmement spécifique à chacun de ces stades. Nous avons réfléchi à un outil que nous voulons innovant, que nous allons vous présenter cet après-midi, même s'il n'est pas encore peut-être tout à fait opérationnel à 100%. Un ensemble de protocoles pour accompagner l'utilisation de cet outil et évidemment des formations pour les personnes qui utiliseront cet outil. Je vais clôturer cet exposé avec une phrase d'une psychanalyste, Paola del Castillo, qui nous dit que le rituel des passages de vie à trépas et des funérailles va avoir une incidence sur le patrimoine familial, comme je vous l'ai expliqué dans cet exposé, et sur la santé mentale des lignées. Mais que ce qui est très important, c'est que dans les rites et rituels funéraires, l'ordre et la procédure sera le garant du bon déroulement.